On va s'intéresser à un produit chimique, un produit si fondamental qu'il est à la base de notre agriculture, de nos industries, bref, de notre vie moderne. Et pourtant, la plupart des gens n'en ont jamais entendu parler. C'est un peu l'un des secrets les mieux gardés du monde industriel. La question est simple. S'il fallait choisir un seul, un unique composé chimique qui permet au monde entier de se nourrir, ce serait lequel? La réponse, vous allez voir, est assez surprenante. Et là voilà, la réponse, l'acide sulfurique. Et oui, ce liquide qu'on imagine puissant et corrosif, parfois même appelé acide de batterie, eh bien c'est une des pierres angulaires de notre civilisation. Un vrai roi de la chimie, mais qui règne dans l'ombre. Alors pourquoi est-il si important ce produit chimique? Pour bien le comprendre, on va d'abord explorer son échelle, qui est juste immense, et son rôle absolument capital. Pour se faire une idée, il suffit de regarder ce chiffre. 180 millions de tonnes. C'est la quantité produite chaque année dans le monde. C'est un volume absolument colossal, qui montre bien son rôle central dans toute l'économie mondiale. Ce qui est fascinant, c'est sa polyvalence. L'acide sulfurique, en fait, il est partout. Dans le raffinage du pétrole, la fabrication de plastique, mais son rôle le plus crucial, et de très loin, c'est la production d'engrais phosphatés. Sans lui, les rendements agricoles s'effondreraient littéralement. C'est le lien direct entre l'industrie lourde et ce qu'on a dans notre assiette. Bon, maintenant qu'on a vu la vue d'ensemble, passons du global au local pour voir comment ça marche en pratique. On va entrer, virtuellement bien sûr, dans l'usine Mildila 1 en Tunisie. Ça va nous servir de cas d'étude. Alors, cette usine du groupe chimique tunisien, elle n'a pas été construite là par hasard, loin de là. Sa proximité avec les très riches gisements de phosphate de la région de Gafsa lui donne un avantage stratégique énorme. En gros, elle transforme une matière première locale, le soufre, en acide, pour ensuite valoriser une autre ressource locale, le phosphate, en engrais. C'est un circuit très bien pensé. Alors comment on le fabrique cet acide? Le processus est complexe, c'est vrai, mais on peut le simplifier en une sorte de recette en 3 grandes étapes. Une recette pour passer d'une simple roche jaune, le soufre, à l'un des produits chimiques les plus puissants du monde. La méthode moderne, ça s'appelle le procédé de contact. Ça se décompose en 3 phases clés, qu'on va regarder de plus près. D'abord, la combustion du soufre, puis la conversion du gaz qu'on obtient, et enfin, l'absorption pour créer l'acide. Tout commence dans la chaleur intense d'un four. On prend du soufre liquide chauffé à 140 degrés, on le pulvérise dans de l'air sec et on le brûle à des températures qui dépassent les 900 voire 1100 degrés Celsius. Cette combustion produit un gaz, le dioxyde de soufre, le fameux SO2. L'étape suivante, c'est la plus délicate. Le dioxyde de soufre est oxydé pour devenir du trioxyde de soufre. Pour que cette réaction se fasse bien, le gaz passe à travers plusieurs lits d'un catalyseur, le pentoxyde de vanadium. C'est une réaction qui est réversible et qui dégage une chaleur énorme. L'efficacité, ici, c'est vraiment le maître mot. L'objectif, c'est de convertir plus de 98% du dioxyde de soufre en trioxyde de soufre. Chaque petit pourcentage compte, pas seulement pour le rendement, mais aussi, comme on va le voir, pour l'environnement. Et on arrive à la dernière étape, avec un détail assez contre-intuitif. On pourrait croire qu'il suffit de mélanger le trioxyde de soufre avec de l'eau. Mais en réalité, cette réaction serait beaucoup trop violente, ça créerait un dangereux brouillard d'acide. La solution, c'est donc de faire barboter ce gaz, le SO3, dans de l'acide sulfurique déjà très concentré. Il l'absorbe en toute sécurité et ça forme encore plus d'acide. Mais bon, la recette sur le papier, ce n'est pas la réalité industrielle. On va maintenant parler des vrais défis, les coûts, les dangers permanents pour les opérateurs et bien sûr l'impact sur l'environnement. Pour qu'une usine comme ça soit rentable, il faut maîtriser les coûts, c'est essentiel. Comme on le voit sur ce graphique, presque la moitié des coûts vient des matières premières, surtout le soufre. L'énergie, c'est un autre quart. Donc chaque décision technique est aussi une décision économique pour essayer d'optimiser ces 2 postes de dépenses énormes. Il ne faut jamais l'oublier, ce processus est extrêmement dangereux. Les opérateurs travaillent tous les jours avec des acides qui rongent tout, des gaz toxiques, des températures dignes d'un volcan et des équipements sous très haute pression. La sécurité, c'est la priorité numéro 1, absolue. Et ça nous amène au défi environnemental. Le SO2 qui n'est pas converti est un polluant majeur. Les vieilles usines, avec une simple absorption, rejetaient les 2% restants dans l'atmosphère. Pour respecter des normes plus strictes, on a développé le procédé de double absorption. On ajoute en fait une étape d'absorption au milieu du processus, ce qui permet de pousser la conversion à plus de 99,6%. Et ça réduit les émissions de manière drastique. Allez, passons maintenant à la façon dont ce procédé, qui est quand même fondamental, est en train d'être complètement réinventé par la technologie numérique, par ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Et voilà à quoi ressemble le futur. D'abord, on crée un jumeau numérique. C'est un double virtuel complet de l'usine qui permet de simuler et d'optimiser toutes les opérations sans prendre le moindre risque.
Ensuite, l'intelligence artificielle analyse toutes les données pour prédire les problèmes et contrôler les processus. Ça permet des économies estimées jusqu'à 7% sur les matières premières et 8% sur l'énergie. C'est énorme. Et enfin, des capteurs connectés, l'IoT, surveillent absolument tout en temps réel pour détecter la moindre anomalie instantanément. C'est une révolution pour ce procédé qui a plus de 100 ans. Pour résumer, le parcours de cet acide, depuis un simple élément jaune qu'on trouve dans la nature, jusqu'à ce pilier de l'industrie, c'est vraiment une histoire de transformation. L'histoire de la maîtrise de la chimie pour répondre aux besoins les plus fondamentaux de notre monde. On peut finir avec cette question. La digitalisation de la chimie, ça ne fait que commencer. Si un procédé aussi fondamental que celui-ci peut être optimisé à ce point, quelles autres transformations majeures nous attendent dans les industries qui façonnent notre quotidien ? La question, elle, reste ouverte.